Bonsoir et merci de nous rejoindre. Comme chaque soir, on fait le tour de l'actualité en Moselle. Voici les titres de ce mardi 21 mars. Dans cette édition, top départ pour les épreuves de spécialité du baccalauréat, une première depuis la réforme de 2019, état des lieux dans un lycée messin. C'est aussi la journée mondiale de la trisomie 21, focus sur une initiative inclusive au restaurant Madame Witzusch au Luxembourg qui emploie des salariés porteurs de déficiences cognitives. Et puis nous ferons escale en Italie, thématique cette année du passage Transfestival qui doit se dérouler du 3 au 21 mai à Metz avec de nombreux rendez-vous participatifs. La journée de mercredi démarrera sous les éclaircies, mais ça devrait se gâter au fil des heures avec quelques pluies éparses qui prendront le relais. Les températures seront printanières, 6 à 7 degrés au réveil et jusqu'à 15 degrés au maximum. Mitigé dans le ciel mais également dans les rues où il faut s'attendre à des perturbations dans les prochains jours et notamment ce jeudi 23 mars avec une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Réforme adoptée de justesse hier après le rejet de 2 motions de censure. Alexandre Todt, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général Force ouvrière Moselle. On va revenir sur cette colère qui émane de la rue mais aussi sur les attentes des syndicats pour la suite du mouvement. On va en parler juste après le jingle. La Première ministre Elisabeth Borne a salué ce matin à l'Assemblée nationale la ténacité de la majorité face aux intimidations des opposants. Des propos qui accentuent la colère de nombreux citoyens dont une grande partie a montré un franc refus, mais aussi des députés ayant déposé 2 motions de censure pour renverser le gouvernement. Motion rejetée à 9 voix près. Très contestée depuis le début des débats, la réforme des retraites a donc été adoptée. On va revenir sur les derniers événements avec Jérémy Faurobert. La rue ne décolère pas. Dès l'annonce de l'échec de la motion de censure du groupe Lyot ce lundi soir, les manifestants sont directement descendus au centre-ville de Metz pour contester l'adoption de la réforme des retraites. Idem ce matin avec des opérations péage gratuits, notamment à Saint-Avold, de quoi prouver que les syndicats ne lâcheront rien. Avec seulement 9 voix d'écart, l'Assemblée nationale a donc rejeté la motion partisane qui n'avait récolté que 278 voix sur les 287 nécessaires. La seconde motion déposée par le RN n'a quant à elle reçu que 94 voix. Dans l'hémicycle, nos députés mosellans ont fait entendre leur voix. Sous l'étiquette Rassemblement National, Alexandre Loubet, Laurent Jacobelli et Kevin Pfeiffer ont voté pour la motion transpartisane. Idem pour la députée NUP, Charlotte Leduc. Pour les Républicains, la consigne était plutôt claire, ne pas s'associer à une motion, ni voter pour, d'après Éric Ciotti, chef du groupe à l'Assemblée. Pourtant, les députés ont été partagés et auraient pu faire la bascule dans l'autre sens. À l'échelle mosellane, Fabien Di Filippo a voté pour, Vincent Zettlinger, le député de la 5e circonscription de la Moselle, s'est abstenu. La Première ministre a dit durant le week-end que finalement, ce vote sur la motion de censure, c'était un vote pour ou contre la réforme des retraites. Je crois que ça, on ne peut pas accepter parce que ce serait banaliser le recours au 49.3 et dire que finalement, le 49.3, c'est démocratique et que sur n'importe quel texte, on peut avoir recours au 49.3 puisqu'au final, il y a quand même un vote. Je crois que ça, je m'inscris totalement en faux. Les élus Renaissance et Horizon ont quant à eux refusé de voter. Même adopté, le parcours de la réforme continue. Emmanuel Macron dispose de 15 jours pour promulguer la loi, sauf si au moins 60 parlementaires saisissent le Conseil constitutionnel. À ce jour, plusieurs groupes ont déjà saisi l'instance qui a 1 mois pour se prononcer, soit en validant la loi, soit en la censurant. Autre recours possible, le référendum d'initiative partagée, avec le soutien d'un 5e des parlementaires et d'un 10e du corps électoral. En attendant, les mobilisations vont se poursuivre avec un temps fort, le jeudi 23 mars, avec le souhait de mobiliser massivement la population et ainsi bloquer l'économie. Et dans ce contexte de tensions sociales et politiques, le président de la République répondra aux questions des journalistes lors d'un entretien diffusé sur TF1 et France 2. Ça sera ce mercredi 22 mars à 13h. Concernant la mobilisation dans les rues, on fait le point avec notre invité. Alexandre Todt, je rappelle que vous êtes le secrétaire général Force ouvrière Moselle. Alors on l'a bien compris, la colère est très forte déjà depuis le début des débats, depuis plusieurs semaines, et s'est intensifiée notamment hier soir avec l'émotion de censure rejetée. Quel sentiment avez-vous depuis hier ? Écoutez, je crois que le sentiment qu'on peut avoir, en tout cas le seul sentiment qu'on peut avoir quand on s'est mobilisé
depuis des semaines, quand on se bat contre cette réforme, c'est un sentiment de colère, vous l'avez dit, un sentiment parfois de rage, et en même temps une détermination à combattre. Et je crois que c'est ce que je ressens en tant que militant, en tant que responsable d'une organisation syndicale, mais c'est aussi le sentiment que je rencontre quand on discute avec les personnes qui se mobilisent. Il y a la colère, mais il n'y a jamais de résignation. Et ça, c'est extrêmement important parce que on sent qu'il y a encore cette volonté d'aller au charbon, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, en Moselle, on peut utiliser cette expression-là, et en tout cas, de continuer à combattre pour le retrait de ce texte. Alors, quel regard vous portez sur le vote de nos députés mosellans ? Alors, écoutez, nous, on est, à Force Ouvrière, une organisation syndicale qui se veut indépendante des partis politiques. Donc, on a du mal à prendre position ou à commenter les votes des uns et des autres, en tout cas des partis politiques. En tout cas, je constate simplement que certains des députés avaient annoncé qu'ils voteraient contre la réforme. Alors certes, ils n'ont pas pu voter contre la réforme puisqu'il y a eu le 49.3. Ils auraient pu s'y opposer d'une autre manière avec la motion de censure. Certains l'ont fait. D'autres pas, alors qu'ils s'y étaient engagés, d'ailleurs, devant des manifestants. Alors je parle de M. Settlinger, par exemple, puisqu'on l'a entendu tout à l'heure. Il s'était engagé devant les manifestants à Sarreguemines à ne pas voter la réforme. Manifestement, ce n'est pas le cas. Par rapport à ce qui s'est passé hier et depuis déjà quelques semaines, on se rend compte dans le reste de la France qu'il y a pas mal d'incidents, de violences. Est-ce qu'on doit passer par cette violence-là pour se faire entendre, d'après vous ? Écoutez, moi je crois pas à la violence. En tout cas, la violence n'est pas un mode d'action pour les organisations syndicales. Maintenant, je crois qu'il y a une vraie violence dans les réformes. Il y a une vraie violence dans la manière dont elles sont imposées, au travers du 49.3 par exemple. Et donc il y a cette colère dont vous parliez, qui est parfois de la violence. Comment dire, je la légitime pas, je la justifie pas, je la constate, je peux la regretter, mais en même temps, je crois que on a fait la démonstration, en tout cas, que c'était parfois compliqué de faire autrement. Alors, il n'y a aucune justification dans mes propos. Moi, j'appelle à ce que toutes les mobilisations se passent dans le calme, j'allais dire, le plus parfait, en tout cas. Alors, est-ce que vous pensez arriver à une mobilisation massive, comme le souhaitait l'intersyndicale, pour bloquer l'économie ? Alors, c'est effectivement notre objectif. On a annoncé, il y a déjà plusieurs semaines, que le seul moyen de faire reculer le gouvernement, ça serait de bloquer l'économie, de mettre la France à l'arrêt. C'était d'ailleurs un des objectifs, un des slogans, si je peux dire ça comme ça, que nous avons utilisé ces dernières semaines. Aujourd'hui, clairement, il est temps de passer du slogan à la réalité. Et donc, il faut véritablement que la mobilisation, que les grèves, parce que ça passe par la grève dans les entreprises et dans les administrations, prennent forme dans tous les secteurs professionnels. Alors, on l'a dit, Emmanuel Macron doit prendre la parole ce mercredi à 22 mars. Est-ce que vous attendez quelque chose de cette prise de parole ? Écoutez, non, je crois pas qu'on puisse attendre quoi que ce soit d'Emmanuel Macron, en tout cas sur ce sujet en particulier. Il a eu l'occasion de faire des pas en direction des salariés, en direction des organisations syndicales. Je rappelle quand même que l'intersyndicale nationale, toutes les organisations syndicales ont demandé à être reçues par le président de la République il y a quelques jours. La seule réponse qu'on a eue, c'est, alors je ne vais pas dire un bras d'honneur, mais en tout cas un mépris très accentué de la part du président de la République. Donc aujourd'hui, les choses ne changeront pas, en tout cas dans le discours d'Emmanuel Macron. La seule manière de le faire changer de position, c'est de continuer le combat jusqu'au retrait de ce texte. Vous pensez qu'il y a encore une marge de manœuvre à ce stade-là ? Oui, écoutez, on a déjà eu des situations comparables dans l'histoire du mouvement ouvrier, du mouvement social, pas si éloigné que ça. Tout le monde utilise cette référence, mais la mobilisation contre le CPE en 2006, le texte avait été adopté, promulgué même, je crois, et la mobilisation s'est poursuivie. Et les salariés ont obtenu, et les syndicats ont obtenu le retrait de ce texte. Aujourd'hui, on est dans le même cas de figure. La colère est telle que je pense qu'on est en capacité de mobiliser encore massivement et de faire reculer le gouvernement et le président de la République. Merci beaucoup pour votre présence sur notre plateau. À bientôt. À bientôt.
passe à la suite. D'habitude, les lycéens passent leur examen de fin d'année au début de l'été, mais cette année, les épreuves du baccalauréat ont démarré ce lundi 20 mars. Il s'agit des spécialités, comme le souhaitait la réforme de l'ancien ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. C'est la première fois que ces épreuves interviennent aussitôt. Immersion dans un lycée de Metz à quelques minutes du début des épreuves. Il y a des épreuves plus particulières que d'autres. Moment important de la scolarité, le baccalauréat cache, en ce mois de mars, un double défi pour les candidats. Celui de réussir ces épreuves à fort coefficient pour décrocher leur diplôme, mais aussi celui d'être admis dans l'enseignement supérieur. En effet, les épreuves de spécialité seront prises en compte par la plateforme d'admission post-bac Parcoursup. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on est sur un bac un peu exceptionnel, puisque c'est la première fois depuis ce baccalauréat rénové qu'il se passe dans des conditions normales, en termes d'organisation, mais également en termes de calendrier. J'espère que, en tout cas, le cru 2023 du baccalauréat dans le département de la Moselle sera au même niveau que le 2022, où nous avions des résultats qui étaient supérieurs à ceux observés sur un plan national. À quelques minutes de la distribution des copies, les derniers candidats s'installent dans leur salle d'examen. Face à eux également, le proviseur de ce lycée, qui n'est pas indifférent à cet événement annuel. C'est là qu'on voit tout le travail engagé par l'ensemble des équipes, la maturation des élèves quand ils nous arrivent encore jeunes en seconde et qu'on les voit s'asseoir à la table d'examen en terminale, confiants sur leur capacité à réussir. Selon leur spécialité, les candidats auront entre 3h30 et 4h pour traiter leur sujet. Face à cela, certains et certaines sont parés à toutes les éventualités. Pour ce qui est des sujets, ils resteront confidentiels jusqu'à leur arrivée sur la table d'examen. Des spécialités comptant pour un tiers de la note finale au bac, les notes seront connues des élèves le 12 avril. Le 21 mars, c'est la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. L'édition de cette année porte sur l'urgence de combattre le racisme et la discrimination. 75 ans après l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, en Moselle, une antenne de SOS Racisme a été relancée tout récemment. Nous avons d'ailleurs rencontré son président. Écoutez. Cette journée a été instaurée en 1966 par les Nations Unies. C'est suite à une manifestation qui a mal tourné en Afrique du Sud, donc c'était en 1960, où 69 personnes ont été tuées par la police, des personnes qui manifestaient pacifiquement. Ils ont été tués tout simplement parce qu'ils étaient noirs. Nous nous battons tous pour vivre ensemble, chacun, c'est un droit fondamental. Il faut que les gens comprennent que le racisme est un délit. C'est un délit qui est puni par la loi. Il y a quelques jours, Elisabeth Borne, la Première ministre, a publié, il y a eu le plan donc, contre le racisme et la discrimination, mais ce plan arrive, oui, c'est quelque chose, mais on peut faire plus. Donc on se bat pour qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui nous rejoignent dans ce combat et que aussi le pouvoir politique fasse beaucoup plus pour que tout le monde se sente en sécurité et que tout le monde aussi se sente à l'aise avec son voisin. Nous devons vivre ensemble. On a de temps en temps de retour des personnes qui pensent être victimes du racisme, que ce soit par exemple, d'attribution de logements, et que ce soit à l'entrée, par exemple, des boîtes de nuit, un jeune qui va au bar, qui se sent discriminé par rapport aux autres. Donc, dans ce cadre, créer une association localement, SOS Racisme, pour venir en aide à ces personnes, les accompagner, que ce soit psychologiquement ou juridiquement. Autre journée mondiale, celle de la trisomie 21. À cette occasion, nous avons traversé la frontière au Luxembourg pour nous rendre chez Madame Witzeuch, un restaurant qui emploie des salariés extraordinaires, porteurs du syndrome de Down, plus connu sous le nom de trisomie 21. Une initiative mise en image par Lucie Philippot. Eduardo s'applique au service. Il est en CDI au restaurant Madame Witzeuch et depuis 3 mois, tout roule pour lui. L'ambiance ça va, les clients ils sont super, tout le monde. Là, c'est bien travailler ici. Ici,
Tout est adapté pour permettre à chacun de se sentir à sa place. 4 encadrants supervisent quotidiennement ses employés porteurs de déficits cognitifs, entre autres la trisomie 21. Il y a des petites difficultés au quotidien qu'on peut bien régler, mais il faut une grande organisation derrière. Nous, on a une salle de repos, par exemple, parce que les personnes qui sont atteintes de trisomie 21 ils sont très empathiques et des fois, lorsqu'il y a une petite chose qui intervient, ils sont un peu dans le mode de stress. Et le stress, il peut perturber ces personnes-là. Tout est pensé pour faciliter la vie des employés, comme cet emploi du temps avec image, mais aussi avec les menus. Alors ici, on a notre carte menu avec 10 menus, des plats principaux jusqu'au dessert. Et les clients peuvent choisir ici un personnage et choisir leur menu. Par exemple, il voudra bien le menu 2, la soupe au marron, donc il fera une croix. Et puis, il choisira aussi le dessert. Et nos personnes en cuisine peuvent bien s'organiser avec cette carte. Cette carte de commande, elle facilite la communication et aussi l'organisation en cuisine. Ce projet ambitieux, porté par l'association luxembourgeoise Trisomie 21 ASBL, a vu le jour en janvier 2023. Ces salariés extraordinaires peuvent accueillir dans le restaurant jusqu'à 32 couverts. Une ambiance familiale règne entre ces murs. On veut donner aussi bonne chance à eux pour avoir un job et aussi une vie un peu autrement. Tu aimes faire quoi toi ici? Tout. Comme la cuisine, le service, le comptoir, les collègues. Pour le moment, Madame Bitsush est ouvert le midi. L'établissement a mis en place un crowdfunding en ligne. La cagnotte servira à financer de nouveaux équipements. La Dolce Vita s'invite à Metz. Pour cette édition 2023, appelée Transitalia, Passage Transfestival vous propose de partir à la rencontre du folklore italien. 30 concerts, spectacles et ateliers seront organisés du 3 au 21 mai aux 4 coins de la ville. Andiamo, allons-y. Des sonorités ritales vont résonner dans les rues messines. Avec l'édition Transitalia, Passage Transfestival vous transporte en Italie à travers ses mythes, ses migrations et son folklore. L'idée, c'était d'inviter des jeunes artistes italiens, de découvrir une nouvelle génération d'artistes qui est à la fois en Italie mais disséminée à travers l'Europe, de aussi pouvoir rencontrer des artistes qui sont d'origine italienne mais qui sont basés en Lorraine. Et qui retravaillent de manière très contemporaine des traditions comme la tarentelle ou la scopa ou la question du corps, de la représentation du corps, des corps qui sont plus gros, plus petits, qui sont des gens aussi qui ont certains handicaps et qui les assument complètement. Danse, cirque, théâtre, lecture, concerts, projections, conférences et ateliers. Au total, 30 créations transdisciplinaires se produiront sur la scène de 8 espaces culturels messins. Un programme à voir, mais aussi à rejoindre, puisque le public sera invité à participer, chanter et même danser. On a beaucoup de plaisir à être spectateur, mais parfois aussi à faire une pratique artistique. Et pour moi, c'est deux plaisirs qui se rejoignent. Quand on aime l'art, on aime assister à des œuvres, mais aussi parfois à participer. Par exemple, nous avons le Chœur Koudour où on invite le public à se rendre à un atelier, à prendre un chant turc et une danse turque et ensuite de venir participer au spectacle. Nous avons un workshop autour des polyphonies d'Italie. Nous avons certaines installations qui seront animées par des artistes bénévoles. À quelques semaines des festivités, vous pouvez déjà réserver en ligne vos places pour assister aux différents spectacles, gratuits ou payants. Comme on dit en Italie, ciao! C'est l'histoire d'un jeune messin passionné qui décide de vivre son rêve, devenir un photographe de mode. C'est en 2020 qu'Hugo Lardonnais achète son premier appareil photo et en 2022 que l'un de ses clichés apparaît dans le magazine Gala. Une première opportunité qui lui permettra ensuite de travailler dans l'univers musical. Souvent en vadrouille dans la capitale, c'est bien à Metz qu'il a décidé d'organiser sa première expo photo, portrait. Trop bien, baisse encore plus, ouais. Vraiment, dévisagement. Du haut de ses 24 ans, Hugo Lardonnais enchaîne les shootings photos. Aujourd'hui, il réalise des clichés pour la promotion de sa première exposition, toujours avec la même passion. Je suis très spontané, très instinctif, donc du coup ça va un peu dans tous les sens.
J'aime beaucoup la magie du moment en fait, donc c'est assez, c'est vraiment spontané, tout en étant très réfléchi, je sais où je vais. En face de son objectif, Mathilde, une mannequin parisienne, ce n'est pas la première fois qu'ils travaillent tous les deux. C'est toujours très naturel, voilà, il est très spontané, les idées lui viennent toujours, comme il dit, il est très inspiré, je le ressens et du coup c'est toujours une cohésion entre lui et moi, voilà. Quelques jours avant ce shooting, il nous avait donné rendez-vous à Paris. Avec son équipe ce jour-là, Hugo enregistre un poème pour sa maman. Cette année, elle aurait dû avoir 60 ans. Il souhaite à travers ces mots lui rendre hommage lors de l'exposition. J'avais envie d'expliquer que c'était pas forcément facile sans elle, mais que au fond, c'est possible et que je l'ai fait. Donc c'est plein d'espoir finalement. Son meilleur ami Marius, chanteur, l'accompagne et le coach dans cette réalisation artistique. Il a été touché par ce projet. Il m'aide dans énormément d'aspects de ma vie, que ce soit personnel ou professionnel. Et puis moi, j'essaie d'être là pour lui aussi et de l'épauler comme je peux, lui donner un peu voilà, juste ce que je peux lui apporter quand il en a besoin. À 24 heures de son exposition, Hugo découvre pour la toute première fois ses photos imprimées. Un travail d'1 an et demi, partagé entre mélancolie et nostalgie. Demain, il a hâte du retour de son public. Je suis vraiment partagé entre l'excitation et l'impatience. En fait, j'ai un peu peur de savoir ce que les gens vont penser. En même temps, je suis impatient. Et c'est tellement un projet que j'ai fait avec le cœur que dans tous les cas, je suis juste pressé de le vivre et pressé de me montrer moi finalement en fait. 14 clichés à découvrir demain en Royal à Metz, avec en tête d'affiche le photographe messin Hugo Lardonnay. 500 étudiants y sont accueillis chaque année et les cours sont majoritairement donnés en anglais. Découvrez l'Institut Georgia Tech, basé au Technopôle de Metz. C'est l'heure de la rubrique éco avec le journal économique Eurométropole de Metz et Moselle sans limite. Et c'est bien au cœur de Georgia Tech que sont pensées les solutions de demain en matière d'énergie, grâce notamment au partenariat avec l'Université de Lorraine et les entreprises du secteur. Visite des lieux avec Aymeric Guillaume. À Metz, cette antenne Georgia Tech Europe est le théâtre d'une conception complète aux énergies alternatives. Abritant une unité mixte internationale avec le CNRS, elle est également associée à l'Institut Lafayette, une plateforme d'innovation technologique qui a des partenaires comme l'Université de Lorraine, permettant à des étudiants d'obtenir un double diplôme ou à des industries comme Stellantis. On part de la recherche et on arrive à la commercialisation de cette technologie qui se veut révolutionner nos quotidiens en matière d'énergie et ce malgré le contexte actuel. Bien sûr, on est impacté par le prix de l'énergie et les hausses de l'électricité, par exemple, parce que tout ce qu'on fait dans les laboratoires, donc on utilise vraiment beaucoup d'énergie et de développement. Mais ce qu'on est en train de développer, c'est pas pour ce problème-là particulier, mais c'est pour trouver des solutions alternatives à tout ce qui existe déjà. Pour apporter du changement, pas moins de 4 solutions différentes sont pensées. D'abord les LED, dont l'utilisation est vaste et de plus en plus répandue, mais l'idée est aujourd'hui d'en optimiser la consommation et la résolution qui en ressort. Les cellules photovoltaïques ensuite, à l'heure où l'acquisition de panneaux se développe entre les particuliers et les professionnels. L'objectif ici est de diminuer les coûts avec la création de nouvelles cellules et de nouveaux matériaux qui sont évalués en conditions réelles avec notamment ces 2 panneaux, l'un suivant le soleil, l'autre étant statique. Et là, par exemple, la production d'électricité, du courant par les différentes technologies. Alors sur le tracker qui suit le soleil et sur celui qui ne le suit pas. Donc on voit qu'il y a à peu près un rapport d'eau entre les deux. On pense aussi aux véhicules électriques et plus précisément à leurs batteries qui demandent un réel investissement avec leur système de gestion. Il faut donc de l'électronique compacte, pas chère et qui résiste aux conditions du véhicule. À cela s'ajoute l'hydrogène, une énergie importante du futur mais qui possède des difficultés dans son stockage, amenant ici une volonté de développer des sécurités. Toute la chaîne de la fabrication du matériau, du composant, à un volet système sur des applications hydrogène, électromobilité et encore une fois distribution de l'énergie sous cette forme-là. Vous l'aurez compris, chez Georgia Tech Europe et l'Institut Lafayette, on entre dans les problématiques actuelles avec du concret et de l'expérimentation qui permettent des constats justes. Une prise de conscience qui, à l'heure actuelle, s'avère être un choix payant.
Pour terminer, l'image du jour est celle de Patrick Veyton, élu président de la conférence des financeurs du sport du Grand Est, à l'occasion de la première assemblée générale qui s'est tenue aujourd'hui. Cette instance a été officiellement installée ce jour. Patrick Veyton, président du département de la Moselle, vice-président référent sport et JOP Paris 2024 au département de France, membre actif de l'Agence nationale des sports, avait présenté sa candidature à la présidence de la conférence. Il a été élu à la majorité. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Pensez à télécharger notre application mobile pour ne rien rater de l'actualité en Moselle. La suite de votre programme sera d'abord sportif avec Mathieu Anquinet aux commandes de Moselle Sport, puis 100% jeune aux côtés de Valentin Piovesan. Passez une très belle soirée sur Moselle TV et à demain.